Donc là, c'était une rencontre autour de la bande dessinée et du numérique, puisque c'est quelque chose qui, le numérique, voilà, envahit nos vies, nos métiers, et les bouleverse. La bande dessinée est assez multiforme de ce point de vue-là, puisque entre les blogs, la création telle que la pratique Marc-Antoine Mathieu ou la simple transposition d'albums, donc je pense que vous allez d'ailleurs commencer un peu par ça sans doute. Donc la médiathèque a réuni Marc-Antoine Mathieu, auteur et scénographe, Rémi Ellinger, directeur de la librairie Coiffard à Nantes. Je pense que c'est une des plus anciennes, je ne sais plus de quand elle date, mais... Oui, voilà, une des plus anciennes maintenant, qui résiste. Et Sullivan Rowe, rédacteur en chef de 2 sites, notamment Comics Blog et 9e Art, que je vous invite également à découvrir pour les analyses critiques et les dossiers sur la bande dessinée. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être présent alors qu'il fait super beau sur une ville côtière, ça me touche particulièrement. Tu es peut-être pour celui-là ? Oui. Ouais. Voilà. Je prends celui-là. Vous m'entendez bien là, c'est bon ? Okay. Déjà c'est un honneur pour moi d'être ici à côté de Rémi, parce que je suis client de sa boutique et que je suis lecteur de Marc-Antoine, donc ça fait un peu bizarre du coup de devoir modérer ces 2 personnes pour parler de BD et de numérique. Petit point quand même avant là-dessus, alors je me doute que si vous êtes là, vous êtes à peu près au courant qu'il y a pas mal de liens qui unissent bande dessinée et numérique aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? Parce qu'on n'a qu'1 heure et demie devant nous et 1 heure et demie pour traiter le vaste sujet du numérique et de la BD. C'est un peu court. On pourrait parler de tous les liens qui se font entre BD et numérique, pas simplement la transposition d'albums comme on l'entend souvent, notamment du fait que la BD n'a pas forcément beaucoup amorcé le virage Internet au début des années 2000, à la fin des années 90, qu'aujourd'hui l'édito sur Internet consacré à la bande dessinée, c'est quand même plutôt rare. Nous on a la prétention d'en faire un peu, mais des fois on se sent un peu seul là-dedans aussi, justement, d'aller proposer une interview, dossier critique, voilà, ce que pourrait proposer un magazine papier. En fait, là-dessus je trouve que la BD a été un peu chiche avec Internet et on va espérer que ça change. La transposition de titres, évidemment, donc, qui va, selon les marchés, se passer de manière vraiment différente. Donc, quelles BD sont adaptables et quelles ne le sont pas, notamment quand on fait du livre-objet, pardon. Est-ce qu'il y a des impasses par rapport à ça. Le travail traditionnel qui a laissé sa place au travail au travers le numérique avec Photoshop, les tablettes et tout ça. Et certains auteurs aujourd'hui qui ne travaillent plus qu'en numérique et qui seraient peut-être presque pas capables, enfin j'en connais donc je peux le dire, de dessiner avec un crayon en traditionnel. Et puis aussi du fait que le numérique n'est pas que cette menace pour libraires qui du coup nous enlève un petit peu tous les intermédiaires qu'on a si on parle de logique de marché, mais que c'est aussi un super terreau pour la création indépendante, que les blogs ont pris une vraie place sur Internet, que certains artistes se sont révélés dessus, et puis surtout que c'est ce que moi j'essaie de défendre perso, Internet et la BD, ça a été une sorte de connexion mondiale, et je pense qu'aujourd'hui on est en train d'assister à ça, où beaucoup d'artistes, qu'ils soient japonais, américains ou européens, en fait, vont puiser des influences à droite, à gauche, et pouvoir sortir des BD presque, le mot est fort, mais presque universelles, pleines de toutes ces influences un peu partout. Je pense à Yatsushi Kaneko, par exemple, au Japon, qui grâce à Internet, a pu puiser chez Miller et compagnie, alors qu'il avait lu lui, parce qu'évidemment, un auteur tel que Frank Miller est traduit partout dans le monde, mais il y a une vraie émulation, je pense, grâce à Internet et dans le monde de l'illustration, et plus particulièrement de la BD. Et du coup, voilà, faire un petit point un peu là-dessus. Alors évidemment, on ne pourra pas développer tous ces sujets en détail, mais je voulais voir avec vous, messieurs, déjà, au niveau de la place des blogs dans la BD, c'est ce que j'avais noté en premier, qui sont un vrai tremplin quand même pour beaucoup d'auteurs, et je pense que tout le monde ici connaît au moins le nom de Bastien Vives, et Dieu sait qu'il en a bien profité, et qu'aujourd'hui, il est édité en papier, et qu'il est très content de l'être, mais c'est sûrement grâce à Internet. Quel regard vous portez là-dessus, Marc-Antoine, toi justement, qui as commencé en 88, ça, si je ne dis pas de bêtises? Oui, j'ai même commencé plus tôt, mais ouais, moi je suis vraiment issu de la vieille école, enfin, ce qui était encore la vieille école déjà à l'époque, c'est-à-dire tous les supports papier. Non, ce que je peux dire sur les blogs, c'est que c'est un médium forcément intéressant. Le fait qu'il ait émergé d'une manière déjà naturelle fait qu'il faut s'y attarder, il faut s'y intéresser de près, et que des gens comme Bastien Vives aient pu naître et pu exister grâce à ça, c'est en soi déjà quelque chose de formidable. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un Bastien Vives, je pense que vu son talent,
on va dire graphique, il aurait quand même émergé, je pense, dans la presse papier. Mais grâce au blog, ça lui a certainement permis de se lâcher, c'est-à-dire d'être vraiment lui-même, et ça dès le départ. Et ça, c'est pas forcément dû à tous les créateurs. Il y a les créateurs qui mettent du temps à peaufiner leur art, à travailler. On ne se met pas comme ça au grand jour et à nu du jour au lendemain. C'est valable pour certains créateurs, c'est valable pour certaines personnes, pour d'autres c'est beaucoup plus dur. L'intérêt du blog, c'est qu'on y va, et de toute façon, si ça ne marche pas, ça ne prête pas conséquence. D'une certaine manière, on ne draine pas avec nous toute une économie, mettre des gens en danger avec nous. Donc ce côté-là, ce côté très souple, ce côté qui ne coûte rien, et cette possibilité qui est offerte à tout le monde d'emblée comme ça, est évidemment forcément très intéressante. Mais justement, tu parles de souplesse, et Dieu sait que tu t'intéresses beaucoup à la narration dans la BD, enfin, voilà, ta carrière parle pour toi et tes œuvres parlent pour toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait intéressé, tu penses, en tant que jeune auteur, toi, d'aller vers le blog, et justement le fait que le blog, tu n'as pas forcément des considérations de gouttière, de découpage, de ce genre de choses. On peut prendre, pas que Bastien d'ailleurs, mais beaucoup d'autres auteurs jouent énormément avec la narration classique d'une BD sur le blog, sans forcément d'ailleurs que le lecteur s'en rende compte, ou que ce soit un message vraiment, tu vois, affirmé. Ah bien sûr, je pense que ça m'aurait forcément intéressé. D'ailleurs, ça m'intéresserait aujourd'hui si l'occasion se présentait. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser les médiums ou les formats un petit peu en fonction de ce que je vais raconter. Je vais un peu plus adapter la forme au fond. C'est vrai maintenant, mais ça n'était pas possible. C'était pas possible dans les années 80. Hein. On avait 48 pages couleurs, on était coincés. Et c'est sûr que si le blog avait déjà existé dans les années 80, je me serais adapté, enfin on se serait adapté. J'avais fait un fanzine à l'école où j'étais, on s'est adapté au Ronéo, puis ensuite aux premières photocopieuses, et avec ça on découvrait tout ce qu'on pouvait faire avec une photocopieuse sans passer par un imprimeur. De la même manière, si aujourd'hui j'étais lycéen et qu'il y avait la possibilité de faire un blog, j'essaierais d'explorer un petit peu tous les potentiels de ce support-là. Et toi, Rémi, quel regard tu portes là-dessus, justement, sur les blogs? Parce que c'est, dans les années 2000 notamment, on pensait que tous ces jeunes auteurs qui étaient en train de percer échappaient un peu au circuit de la librairie. Alors on a vu après qu'ils sont vite revenus dans le giron des différents éditeurs qui les voyaient aussi. Mais comment tu vois ça, toi? Mais en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que les blogs ont permis l'émergence de personnalités, d'auteurs, et ces auteurs-là sont revenus vers le papier, sont revenus vers le monde de la librairie, ce qui est, pour moi personnellement, et je pense pour beaucoup de gens, plutôt rassurant. Par contre, je voulais juste faire un petit aparté, parce que quand Marc-Antoine nous dit qu'il a fait avec ce qu'il avait, Julius Corentin, ça a tout changé dans la BD. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait l'outil papier, il y avait ses 46 pages, il y avait tout ça. Par contre, à l'intérieur de ces contraintes, ça a été déjà une manière de se libérer des contraintes. Donc que le blog permet, mais qui était déjà vrai. Enfin, quand vous allez sortir et que vous allez vérifier, voir ces albums-là, si vous ne les connaissez pas, vous allez voir qu'il a été un précurseur de tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Je suis trop modeste pour le dire, mais c'est vrai que c'est très très important. Oui, un des... Peut-être, enfin, oui, j'ai inventé quelques trucs sans doute, mais on va dire quelques trucs. On était beaucoup d'autres dans les années 90 quand même à croire en la bande dessinée, à une époque où peut-être, oui, certaines personnes la pensaient un peu moribonde. Non, mais surtout à l'ouvrir, à essayer de justement briser les carcans. Donc ça a été une manière de briser les carcans de Julius Corentin. Donc après, effectivement, les blogs, ça a été ça aussi. Ça a permis effectivement à des gens d'émerger, de se libérer, enfin, d'avoir aucune contrainte, si ce n'est celle de raconter des histoires, d'une manière ou d'une autre, parce qu'avant tout, on parle de bande dessinée, donc on parle de raconter des histoires. Je pense que ça, on a des artistes en bande dessinée, j'en suis conscient, je suis d'accord, il y a des artistes en bande dessinée, mais avant tout, c'est des raconteurs d'histoires. Et chacun, avec son média, avec sa façon de faire, va vous raconter des histoires, va vous emmener, va vous emporter. Et donc, dans le blog, les gens avaient une liberté, les auteurs avaient une liberté de faire ce qu'ils voulaient, et ils ont quand même eu le besoin, l'envie de voir leur œuvre exister sur le papier. Oui, mais ce désir, ce besoin, est-ce que tu ne crois pas quand même que plus qu'un désir ou un besoin, c'est plutôt une raison économique qui les y a forcés? C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer l'économie, on en parlera peut-être là, je suis peut-être déjà en train d'empiéter sur un prochain, mais c'est vrai que j'imagine que si par exemple ces auteurs, les Boulet, les Bastien Vivès, avaient pu trouver un espèce de petit système économique qui ferait qu'à chaque visionnage, ils aient pu avoir 0,2 € ou
quoi, ils ne seraient pas forcément allés faire des bouquins papier. C'est-à-dire que je pense pas que c'est un désir d'eux, je pense que c'est plus une espèce de raison économique qui a fait qu'à un moment donné, on va faire du livre où, tu vois, j'ai un peu cette impression, non, quand même. Il y a un peu de romantisme aussi, je pense. Je crois que oui, faire du papier. voilà, Pour un auteur, c'est vachement gratifiant, tu vois, d'aller être écouté et de pouvoir aller en Fnac et voir son bouquin, son nom. Mais c'est un plus, mais c'est pas forcément. Pardon. Tu vois, c'est peut-être pas forcément. Tu vois, je sais pas si c'est aussi important que ça pour eux, in fine. Moi j'ai la même vision romantique, donc effectivement je vous y croire. Après effectivement, économiquement c'était aussi une possibilité qu'on leur offrait, effectivement. Je sais pas, c'est une question que je Oui, j'y réfléchis justement, c'est pour que de parler en réfléchissant. Mais je pense que l'aspect romantique a une vraie place chez les. On va prendre les quatre plus gros, Alex, Pénélope Bagieux, Marion Montaigne, Boulet et Bastien. Les quatre sont des amoureux de la BD papier et sont allés vers le blog aussi parce que c'était de jeunes auteurs et que Internet leur proposait une vraie plateforme où ils pouvaient être lus déjà par les gens, ce qui était super important pour eux. Mais au moins pour 3 d'entre eux, je sais que le papier c'était une finalité, en tout cas c'était vraiment un objectif en soi. Et puis parce que c'est vachement beau une BD en tant que tel, un album en carton. Une collection, ce genre de choses, c'est ce que le numérique permet pas. Donc on verra avec Rémi, on se fera une team conservateur à la fin de cette conférence pour voir que le numérique n'a pas que des avantages et que c'est pas que pratique pour les déménagements. Mais réellement, je pense que les jeunes auteurs aiment ça encore. De la même manière que ma génération aime encore énormément le papier. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas en train de lire de BD sur l'iPhone et c'est pas grave d'avoir un manga ou un comic book dans le tram, enfin c'est pas particulièrement galère, il suffit de pas en mettre 15 dans son sac pour pas avoir trop mal au dos et puis voilà quoi, le problème est réglé. Donc, Non mais ça c'est un débat vraiment intéressant. Et si on parle plus généralement, c'est vrai que l'entrée du numérique, enfin si on prend les derniers sondages, il y a quand même plus de 65% des Français, ou 68% je crois, qui revendiquent du livre papier. Donc on est encore sur cet esprit-là de se dire que le livre c'est du papier malgré tout. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois économique et culturel, plus que pour des raisons de support lui-même qui, si on y réfléchit bien, au bout du compte, pourrait être vécu comme plus intéressant et jugé comme plus intéressant. Aux États-Unis, par exemple, tu vois, le support numérique, bon, c'est 20%, 25% de la part du marché. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, transporter les livres, la diffusion, la distribution des livres est beaucoup plus coûteuse. Donc, du coup, on voit bien que c'est souvent pour des raisons de terrain et souvent aussi des questions culturelles. En France, le livre papier a tel poids, le mot, la littérature aussi a un tel poids que forcément le livre tu vois, est encore très 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 présent dans les esprits, tellement qu'on aura du mal même à passer au numérique, ça c'est certain. Mais voilà, c'est plus pour je pense que les Bagieux, etc., dans un autre contexte, je pense pas qu'ils se battraient autant pour avoir des... Je pense que comme tout le monde fait des livres, je vois pas comment ils peuvent continuer, si tu veux, tout seul à tenir le bastion du blog. Mais il viendra peut-être un jour où ce sera l'inverse. Il n'y a pas forcément de vérité là-dedans, quoi. Après, pour des créateurs, le livre offre aussi un potentiel qu'ils n'auront pas sur les blogs. Après, on rentre aussi sur les deux tableaux, c'est-à-dire que le blog permet de faire des choses, d'avoir une certaine liberté. Par contre, le papier va aussi permettre de faire des œuvres un peu originales, d'apporter aussi un supplément. C'est-à-dire que ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre aussi. C'est pour ça que c'est des supports qui vont pas, l'un ne va pas faire disparaître l'autre. Je suis assez sûr, je l'espère en tout cas, sinon bientôt je disparaîtrai avec lui. Mais par contre, l'autre a aussi sa raison d'exister. Il ne faut pas non plus cracher. Enfin, moi, libraire papier exclusif, je ne vais pas cracher sur l'intérêt des blogs, des sites, de certains travaux numériques, 3 secondes en particulier, et d'autres qui font qu'on peut utiliser et qu'on peut améliorer son travail papier par la technologie, tout simplement. On y reviendra après, justement. Il y a beaucoup d'initiatives françaises, d'ailleurs, dans le numérique, qui sont exportées jusqu'à chez Marvel, avec Balak, justement. Et Balak qui cristallise pas mal toutes ces questions autour du numérique, lui qui aime autant le papier, qui fait pas mal d'animation à côté et tout. Mais bref, on y reviendra. J'avais une autre question avant ça, Marc-Antoine. Est-ce que tu penses avoir un peu ouvert des portes aussi en termes de format et de séquentialité avec ce que tu as fait toi, en fait, au long de ta carrière, avec cette façon de jouer avec le livre-objet, enfin, le livre en tant qu'objet?
Et les albums, un peu, enfin moi en tout cas en tant que lecteur, j'ai toujours vu comme une démarche un peu punk en fait, d'aller martyriser le bouquin justement pour faire prendre conscience que c'est important aussi d'avoir un bouquin dans les mains et tout. Je pense au Décalage là par exemple qui était assez dingue là-dessus, et où l'édition est vraiment, la première fois que je l'ai pris dans mes mains, je l'ai acheté. Et justement, les blogs s'affranchissent de ça naturellement, encore une fois, parce que tu n'as pas toutes ces contraintes. Est-ce que tu penses avoir été un peu précurseur de ces gens qui aujourd'hui font de la BD complètement différente et qui l'ont fait évoluer à vitesse grand V? Précurseur, non, je dirais pas ça, parce que bien avant moi, d'autres gens se sont amusés avec l'objet, se sont amusés avec les supports. Je pense qu'à partir du moment où on est créateur et où on a envie de s'aventurer et on a envie d'explorer, tôt ou tard, on se pose le problème du support et du médium, que ce soit Chaplin, que ce soit dans le cinéma, ou Winsor McCay, ou Stravinsky en musique, à un moment donné, on se pose la question de la nature, de la matérialité, de la matière sur laquelle on travaille. Et donc, si on veut s'amuser avec, moi, je suis quelqu'un qui a très très peur de m'ennuyer, donc immédiatement, intuitivement, je vais aller comme ça essayer d'explorer les choses. Donc voilà, une bande dessinée, c'est du papier, c'est un personnage de papier. Qu'est-ce qui peut se passer avec ce truc qui a été 100 fois refait? Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Quelle catastrophe je pourrais glisser là-dedans? Alors ça va être un trou dans une page, ça va être une page déchirée, ça va être un livre palindrome. Mais bon, avant moi, il y a eu Pérec, je dirais même que Schulten et Peter sont explorés aussi de leur côté. Il y a eu toutes les tentatives de l'association, Loubapo, puis avant Loubapo, il y avait Loulipo, puis il y avait Loumupo, enfin, tous ces gens-là, si vous voulez, et Francis Passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, précurseur, non, simplement. Je suis arrivé à un moment où, en bande dessinée, effectivement, il commençait à être possible avec des nouveaux outils, l'ordinateur commençait à pointer le bout de son nez, on pouvait scanner des images et puis les déformer, les anamorphoser, faire des choses comme ça. Ce qui n'était pas possible 5 ans avant. À l'époque, ça bougeait très très vite. On pouvait faire intervenir de la couleur dans un livre qui était en noir et blanc, ou l'inverse. Enfin, on commençait comme ça à pouvoir avoir des possibilités et du potentiel. Donc j'ai simplement un petit peu suivi à la fois mon intuition et en même temps l'évolution technologique. Et justement, est-ce que selon toi, toutes les BD sont-elles transposables en numérique? On voit avec 3 secondes que ça marche très bien. Moi je dirais que non. Je pense que le numérique, en fait il y a 2 débats. Il y a le numérique en tant que support, simple support, c'est-à-dire, on peut tout à fait imaginer dans l'avenir que le livre papier n'existe plus et qu'à la place on ait un livre en silicone, plasma, je sais pas, un truc très beau, vachement bien, même avec pourquoi pas l'odeur, une odeur sympathique en fonction du texte, avec le texte plus ou moins gros, enfin un objet, si vous voulez, qui rivalise avec le livre en termes d'affect. Parce que pourquoi on est encore dans le livre aujourd'hui, c'est uniquement une question d'affect, c'est vraiment uniquement culturel. Donc ça, c'est le côté, on va dire, le support qui va évoluer, qui va rivaliser de plus en plus avec le livre. C'est pas pour ça que le livre va mourir, je pense que, mais simplement, il va changer de statut, exactement comme quand le cinéma est arrivé, le théâtre a changé de statut. Quand la photo est arrivée, la peinture a complètement changé de voie. Sans la photo, il n'y a pas d'impressionnisme, il n'y a pas d'expressionnisme, il n'y a pas tous ces mouvements de picturaux. Donc, si on s'amuse à faire l'analogie avec aujourd'hui, imaginons qu'un jour, effectivement, le livre commence à vraiment disparaître au profit de tous les supports numériques et de tout ce que ça va générer comme nouvelle création, et en particulier les jeux vidéo, dont il faudra d'ailleurs inventer une autre dénomination, parce que le jeu vidéo, c'est vraiment trop restrictif. On va voir arriver des nouvelles histoires, même une nouvelle manière de lire. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, nos enfants lisent plus vraiment linéairement. Ils sont dans un métatexte, en fait. Quand vous lisez sur Internet, vous lisez plus une histoire avec un début, un milieu, une fin. Vous allez en arborescence. Donc tout ça, tout ce paradigme va changer de fond en comble. Donc il y a d'un côté le côté du support, et il y a de l'autre côté tout ce que le numérique en tant que nouveau support peut générer comme nouvelle manière de créer, nouvelle manière de raconter des histoires, et surtout nouvelle manière de lire. Dans le cas de 3 secondes, c'est un livre qui est un peu doublement numérique, dans la mesure où effectivement on peut le lire sur support numérique. D'une certaine manière, il ne peut être
que lu de cette manière-là, enfin l'objet numérique, mais surtout il a été créé aussi grâce au numérique, dans la mesure où tout ce qui constitue l'histoire comment dire, a été fait avec un grand souci de véracité. Je voulais que tout ce qui existe dans 3 secondes soit vrai, de l'Airbus à la sonde lunaire, en passant par la ville, le terrain de foot, les joueurs, tout est vrai. Et ça, j'ai pu le faire que grâce à Google. Donc, enfin, s'il avait fallu que je fasse le même objet il y a 20 ans, j'aurais mis 5 ou 6 ans à récolter toute la doc avant de faire quelque chose d'aussi vrai. Vous voyez, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui être pour ou contre, ou s'extraire du numérique, ou au contraire être complètement dedans. Là, on est dans une espèce de période vraiment entre deux eaux, où tout se croise et où il va falloir réfléchir et faire le tri. Alors, pour répondre à ta question, moi je dis que non, évidemment, tout n'est pas adaptable, transposables en numérique. Je pense qu'il y a des récits qui sont très intéressants de transposer en numérique, d'autres qui ne valent pas le coup. Il y a des dessins qui se prêtent très très bien à la numérisation, à la scannérisation et puis au visionnage. Et puis il y en a d'autres, non. Une bande dessinée d'Andreas ou de Schulten et Peters sur un iPhone, ça ne va pas le faire. Ou alors, sauf si Andreas s'amuse à faire une image en pensant à ça, et effectivement, on va se balader dans un tableau d'Andreas, et on va lire une histoire, bon, pourquoi pas. Donc ça veut bien dire que là, il va falloir transposer l'histoire. Et de manière un peu pragmatique, justement, je vais revenir au juste décalage. pour finir, mais par exemple, effectivement, un petit strip de Lewis Trondheim, très lisible, très net, c'est juste du signe. Mon Dieu, oui, si je le vois sur mon iPhone et que je ris autant et que les couleurs sont les mêmes que sur le papier et tout, je me dis, mais pourquoi, effectivement, si on est vraiment honnête au fond de nous-mêmes, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille dans une librairie acheter un livre qui a été transporté en camion, avec une empreinte carbone énorme, voilà, et pour lire un truc que je vais lire très très vite finalement, est-ce qu'il n'y a pas une logique dans le fait que ce type de lecture-là, ce type de petite historiette, de truc qui est très addictif, il le reconnaît lui-même, est-ce que c'est pas plus logique que ce soit sur un petit écran? C'est ce genre de questions qu'on est obligé de se poser. Alors ça pique, hein, c'est sûr. Si j'étais libraire, je regarderais ça. Effectivement, ça me remettrait beaucoup en cause. Hein, et ça me remet d'ailleurs en cause aussi en tant qu'auteur. Mais voilà. Donc oui, il y a des choses transposables, ça c'est évident, et ça se fera naturellement. Et puis il y a d'autres choses, à mon avis, non. Et justement, comment gérer avec cette façon de transposer les albums et je voulais te lancer sur le décalage, justement. Le décalage en numérique, j'ai du mal à l'imaginer, parce que tu as un vrai aspect unique de la fabrication dans le bouquin, que tu vas pas retrouver, où chaque album est, du coup, oui, je pense que clairement travaillé dans sa forme. Et... C'est la question, à mon avis, essentielle. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui c'est comme une traduction, même, je dirais, littéraire. Hein. Transposer dans une langue, ça veut dire des fois réécrire des choses. Pour ne pas trahir un auteur, il va falloir sans doute un peu le tromper d'une certaine manière. De la même manière, Sens Keolife, il n'était absolument pas question de transposer le livre littéralement. Il a fallu, pour redonner l'esprit du livre, de cette lecture, de cette expérience, un petit peu de cette errance métaphysique, il a fallu le retravailler par rapport à un espace qui est en 3D, qui s'appelle le live, qui est immense. La seule corrélation qu'il y avait entre les deux, c'est que d'un côté, dans le livre, il y avait un espace sans limite, et puis que le live était un peu cousin de ça. On était dans les deux cas dans une espèce de grand vide. Sens va faire l'objet d'une adaptation jeu vidéo, entre guillemets, en immersion, avec les casques. Là, on est en train de réécrire complètement la chose de manière à ce que la vue subjective, du coup, parce que pour le coup, on sera en subjectif, à la place du personnage, ça veut dire réécrire aussi. S'il fallait transposer le décalage, il faudrait trouver des analogies, des pages déchirées, le héros est là, il n'est pas là, il n'y a pas d'histoire. Ça veut dire complètement réécrire la chose, en fait. Donc, effectivement, ce sera très très compliqué d'adapter tous les Jules Corentin en vidéo. Ou alors, il faudra trouver les catastrophes
connaît Julius dans les livres, hein, c'est des catastrophes physiques quoi, qui agissent directement sur le médium livre, sur l'objet livre, hein, qui est comme tu disais lacéré, coupé ou dans lequel il y a des trous, il faudra trouver des analogies. Mais en même temps, Woody Allen par exemple a réussi à le faire avec le cinéma. Dans le cinéma de Woody Allen, de temps en temps il y a comme ça des ruptures. On peut jouer avec l'objet numérique, le support numérique. Très bien. Toujours plus pragmatique, du coup je vais me tourner vers toi Rémi. On va parler un petit peu de marché et de la gestion au quotidien du numérique quand on est libraire, parce qu'aujourd'hui quand on est libraire forcément on voit toute cette vague de bouquins numériques arriver, et puis il y a beaucoup de gens qui en parlent, tout simplement, beaucoup d'initiatives, je pense à Comixology, qui était un géant américain qui est venu s'installer en France, récupérer des contrats avec Delcourt, Soleil et tout, pour diffuser justement et faire le lien entre USA et France là-dessus. Comment tu le gères toi au quotidien, ce numérique? Notamment je sais que chez Coiffard, tu vas acheter une carte de 20 € comme on peut acheter une carte 20 € Facebook ou Google quand on est dans une certaine enseigne culturelle. Comment tu fais par rapport à ça? Il y a pas grand chose qui est développé encore, tu parlais tout à l'heure de boards notamment, qui ont été mises en place à une époque mais qui n'ont pas particulièrement fonctionné et puis de manière un peu logique finalement. En fait, le livre numérique, enfin, si je fais un état des lieux du livre numérique en France, que ce soit spécifique à la BD mais valable pour tout ce qui est littérature, ou même livre pratique, puisqu'on pensait au départ que le livre pratique, que les guides, ça a été un des fameux sujets, on s'est dit le numérique arrive, quid des guides? Ben, les guides ils sont là, ils sont toujours là, ils vont très bien. Donc c'est un peu l'exemple, c'est un peu le prolongement de ce que disait Marc-Antoine, c'est que le numérique, Internet, tout ça a apporté du plus au guide, mais l'objet guide reste indispensable. Donc c'est la base, sur cette base a été construit autre chose. J'ose espérer, et j'y crois réellement dans ce qui est bande dessinée, dans ce qui est album jeunesse par exemple. Je ne vois pas retirer des mains des enfants les albums jeunesse qui existent aujourd'hui, qui sont beaux, qui sont bien fabriqués, qui les emportent dans l'imaginaire, et remplacer ça par une tablette. Par contre, qu'il y ait au-delà du livre des opportunités pour aller plus loin, pour emmener les enfants ailleurs à travers un autre médium, oui là, sans problème. Donc j'ai ce côté un peu utopique de me dire qu'on va vraiment arriver à deux marchés qui vont vivre ensemble, bien vivre ensemble. Ça ne sera pas le mien, très clairement. Je ne vais pas me lancer, je ne vais pas devenir un cheval blanc, un cavalier blanc ou un chevalier blanc du numérique. Moi j'ai une librairie papier, j'y tiens, j'ai ce côté affectif avec le livre et je partage avec ma clientèle le besoin du lien. Donc ce lien, malheureusement, le numérique va le détruire parce que justement, certains libraires en France ont tenté de faire venir les gens chez eux, dans leur boutique, pour vendre du numérique, en se disant qu'effectivement, le conseil, l'échange peut se faire en magasin, même pour du numérique. Ça a été une catastrophe, très clairement. Les gens qui veulent du numérique ne viennent pas dans les magasins. Ils vont chercher leur information sur Internet et ils vont télécharger sur Internet. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté. Le problème du téléchargement sur Internet, c'est qu'aujourd'hui, le marché du livre numérique représente quasiment rien pour les éditeurs. Par contre, le piratage fonctionne très bien. Donc on est déjà arrivé, on a déjà l'effet pervers avant d'avoir l'effet bénéfique. Donc si vous allez sur Internet, vous allez taper Corto Maltese et vous avez le nouveau Corto Maltese en version noir et blanc, en version couleur, que vous pouvez télécharger sur votre tablette. Donc, complètement. Donc qui va l'acheter? Personne. Et c'est en haute définition, enfin c'est en bonne définition. J'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est le premier pas de se dire qu'effectivement, l'économie du numérique restera à jamais fragile, sauf à apporter du contenu. Donc j'ai perdu le fil de l'histoire. Ma question c'était juste de savoir comment tu gères avec ça. Alors donc moi je gère d'une manière tout bête, c'est que par respect pour mes clients qui, il faut bien dire, la plupart des lecteurs de numérique sont des lecteurs de papier. Donc je crois que cette année, il y a 8% à peu près 8% de lecteurs qui ont lu sur numérique. Donc, vous voyez, ça ne représente pas encore grand-chose. C'était 5% il y a 3 ans, ça ne progresse pas non plus bien vite. Mais bon, c'est souvent de gros lecteurs, des gens qui sont en déplacement, des gens qui profitent. Quand tu dis qui ont lu, excuse-moi, quand tu dis qui ont lu, c'est-à-dire qui ont lu au moins une fois. Au moins qui ont lu. C'est pas forcément des lecteurs, voilà. Voilà, c'est-à-dire que au moins une fois, ça peut être des promos gratuites, comme on voit souvent. Voilà, tout à fait. L'appel. Tout à fait, c'est vraiment une lecture numérique, quelle qu'elle soit.
Donc ces gens-là qui sont quand même, qui peuvent être mes clients à moi, je ne le conteste pas, qui achètent du livre papier, qui achètent du livre numérique quand ils sont en déplacement ou des choses comme ceci, parce qu'il y a le côté pratique, il faut bien le dire. Pour moi, la seule manière, entre guillemets, de faire mon métier, c'est-à-dire de faire du service, parce qu'un libraire est là pour faire du service, il y a une relation clientèle et c'est important, et donc on est là vraiment pour essayer de satisfaire au maximum nos clients. Donc ces clients-là qui pourraient être aussi les miens, la seule solution que j'ai trouvée qui soit économiquement viable, c'est tout simplement je participe à un site qui est mutualisé par plus d'une centaine de libraires aujourd'hui, qui a été créé par la librairie Dialogue à Brest, et à travers eux, je peux vendre à la fois sur Internet du livre papier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette problématique du livre papier qui n'est pas celle du jour, mais de cette fuite du livre papier sur Internet, et je peux vendre des livres numériques. Donc c'est-à-dire qu'un client à moi de la librairie Coiffard peut aller chercher sur le site Coiffard un livre numérique. Pour tout vous dire, j'ai lancé ça, c'est possible depuis un peu plus d'un mois, il y a eu zéro vente, hein, et franchement ça va pas aller beaucoup plus loin je pense, mais je propose l'offre en termes de service uniquement. Une autre question aussi qui est un peu plus industrielle cette fois, est-ce que tu penses qu'il faut réexpliquer aux gens que libraire c'est un métier qui est au bout de la chaîne et qu'il y a plusieurs intermédiaires avant et que la marge notamment va pas mal se diluer dans ces intermédiaires et que, non mais c'est vrai parce que aujourd'hui moi je trouve assez malhonnête de la part des éditeurs de vendre, surtout aux US, parce qu'en France je trouve qu'on fait pas mal d'efforts, mais parce qu'encore une fois il y a une logique d'appel dessus, mais aux US on va nous vendre la version numérique au même prix que la version papier. Alors certes, il y a la logique de terrain qui fait qu'aux US, effectivement, tu habites dans l'Ohio, c'est peut-être pas simple d'aller trouver un comic shop pour acheter ton Batman, d'accord, sauf que l'éditeur, lui, il oublie tous les intermédiaires qu'il y a dedans, tout va directement dans sa poche, et du coup sa marge à lui explose, fait x4, quoi. Et toi, en tant que libraire au bout, tu as juste à observer ce phénomène-là, de se dire, ok, donc l'éditeur est assez malhonnête pour garder le même prix en enlevant du coup les logiques de distrib, de diffusion et du libraire au bout de la chaîne, et moi je suis là, heureusement, on se dit presque heureusement que ça marche pas trop, parce que le client, enfin le lecteur, se fait un peu entuber à mon sens. Moi, gros éditeur, j'en profite, et tout le reste, tous les autres maillons de la chaîne sont en train de nous regarder, nous gaver comme pas permis, et en se disant, bon, bah, tant que ça passe encore, pourquoi pas, mais c'est quand même assez anormal, tu vois, dans le comportement, d'aller acheter un truc numérique au même prix que... Enfin, après, c'est pareil, il y a tellement de possibilités d'acheter moins cher une fois que le numéro a 2 mois, 3 mois, 6 mois, que du coup ça devient un peu plus raisonnable. Mais bon, on le sait, notamment dans les comics, la logique c'est de l'acheter le mercredi et puis de le lire le mercredi. Donc comment toi tu vis ça? Moi je sais que quand j'étais libraire, ça m'est arrivé pendant 2 ans, je l'ai vu assez mal en tout cas, parce que juste sans faire un discours un peu gaucho primaire, bah, c'est assez anormal quand même de voir que la marge va exploser à l'autre bout de la chaîne sans que toi tu puisses y être responsable jamais, quoi. Alors, pour être honnête aujourd'hui, les éditeurs, qu'ils soient, je pense en bande dessinée, mais moi je parle beaucoup de littérature parce que c'est quand même mon fer de lance à moi, ont plus dépensé que gagné d'argent sur le numérique. C'est-à-dire que les investissements des éditeurs sur le numérique ne sont absolument pas rentables. Ça fait quelques années qu'ils dépensent énormément d'argent sur un secteur sur lequel ils en perdent. Donc, très clairement, et alors leur politique de prix, pour le coup, est plutôt quelque chose qui, moi, me privilégie. Parce que c'est vrai que peut-être qu'effectivement, en cassant les prix, on va développer de manière exponentielle cette vente de livres numériques, et que pour le coup, moi, je ne serais plus là du tout. Donc, j'ai rien à redire à la politique de prix des éditeurs, pour le coup, parce que comme la loi Lang a pu le faire au niveau du livre, quand elle a interdit le fait que tout le monde vende le livre au même prix, qu'elle a interdit que certaines boutiques nous bradent le livre. Aujourd'hui, le fait que les éditeurs maintiennent un prix assez élevé au livre numérique évite aussi que le livre numérique perce trop vite. Je pense qu'ils le font pour ça. Je pense pas que l'éditeur, tu vois, garde un livre numérique à 20 € pour faire de la marge. Je pense qu'il le fait pour éviter que les livres papier à 20 €, que les gens ne soient pas tentés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est dans une zone un peu trouble, tu vois, on est vraiment au milieu d'un gué là. Tout le monde est là depuis quelques années maintenant à attendre, voir quand est-ce qu'on va basculer dans le numérique. En fait, à mon avis, on ne va pas basculer dans le numérique, ça va se faire progressivement, peut-être il y aura des effets de seuil, enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais jusqu'à maintenant, il y avait quand même une espèce d'attente. Donc, tant qu'on n'était pas dedans,
à quoi ça sert d'accélérer le truc à partir du moment où je suis encore éditeur papier, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Je pense que ça dépend vachement des marchés aussi. Encore une fois, Ouais. voilà, il y a les US et le marché oui, européen je s'opposent parle en vachement. France, je parle en Europe. Bien sûr, ouais. Parce que... Les États-Unis, encore une fois, c'est autre chose. Un livre, c'est trop compliqué à diffuser un livre encore. Enfin, ça devient compliqué à diffuser un livre aux États-Unis, de livrer un bouquin au fin fond de l'Arkansas, tu vois, avec un camion ou une petite librairie. Il n'y a plus de librairie aux États-Unis, en fait. Hein. Une ville comme Detroit, par exemple, bon, il y a combien? Il y a 4 librairies. Il y en a 2 fois moins qu'à Angers, tu vois, qui est une ville très petite. Enfin, donc, c'est pas le même. Ouais. Ok. Et justement, par rapport à ça, revenir un petit peu sur Comixology aussi, qui est donc une grosse boîte ricaine qui a commencé en diffusant du comics en VO et qui a plutôt très bien marché en signant des accords avec DC Comics, Marvel et les différents gros distributeurs, les gros éditeurs indés sur place, et qui en fait est venu en France par Delcourt dans un premier temps, qui sont les premiers à avoir signé avec eux, sachant que Comixology France existe, ils ont un bureau parisien, ils ont une équipe, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être que ce genre de services extérieurs qui vont un petit peu tout rassembler au sein d'un catalogue, VO, VF, Delcourt, Lasso, Futuropolis, Marvel, DC, enfin des trucs qui vont déjà toucher plusieurs types de lectorats différents. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative c'est la clé un petit peu pour que le numérique se développe? Il y a plusieurs problèmes au numérique, il y a un problème de format. Le problème du numérique, c'est que chaque éditeur est un peu venu, chaque intervenant sur le marché du numérique, chaque fabricant de tablettes est venu avec son propre format, ce qui fait qu'en France, effectivement, on n'a pas de format unifié encore. Pas de format unifié veut dire de manière très compliquée d'obtenir du livre, de le télécharger. Là encore, je ne vais pas me plaindre, mais c'est vrai que c'est un vrai frein et qu'aucun catalogue n'existe qui soit assez large. Arrive tout doucement un hub numérique, quelque chose qu'on appelle un hub numérique qui permet, donc qui est géré par comment on peut appeler ça, par un intervenant central du livre qui s'appelle Vidicom, c'est qui permet là je rentre un peu dans notre jargon de métier, ils permettent les transmissions EDI, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de faire des commandes complètement dématérialisées auprès de différents fournisseurs et tout. Ce même intervenant est en train d'essayer d'unifier les formats, ou au moins de permettre que nous, libraires, puissions vendre quel que soit le format et quels que soient les livres. Donc c'est un peu l'équivalent de ce qui se fait en bande dessinée, c'est-à-dire que de trouver un intervenant qui soit un peu, comment dire, le contact privilégié et unique pour obtenir du livre numérique. Donc ça, c'est vrai que c'est un passage obligé, parce que là, au début, ça a été un peu la cacophonie, ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, et que tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui regroupe l'ensemble des matériaux en fait, de livres, en fait, la seule solution, elle est là. La solution pour qu'il y ait au moins un marché, même s'il reste de taille réduite, c'est que l'offre soit assez large et qu'elle soit facilement accessible. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur la question du format, il y a aussi un vrai effort à fournir de la part des genres de providers que sont Comixology et consorts, qui est juste du développement informatique tout bête, qui est un algorithme en fait qui vous permet de lire soit case à case, soit au niveau de la page, et qui va en fait adapter le format de n'importe quel BD au format de votre iPhone, de votre iPad 1, 2, 3, 4, 5, 6, Samsung, je sais pas quoi, enfin bref, tous ces trucs-là. Et ça, c'est quand même une forme d'universalité un peu qui est intéressante aussi. Moi, je sais que par exemple, Marc-Antoine, j'aimerais beaucoup lire certaines de tes BD en case à case, où j'y trouverais un intérêt sûrement fort et complémentaire de la version papier, quoi. Oui, je pense qu'il y a des... Encore une fois, ça revient à la question que tu posais tout à l'heure. Des albums vont être faciles à transposer et d'autres albums, ça va être des vrais casse-têtes. Parce que même dans une bande dessinée qui sera a priori un peu plus traditionnelle, un petit peu plus dans les clous, malgré tout, de case à case, il y a des découpages, des personnages qui sortent de la case, qui débordent sur l'autre case. Comment on fait, par exemple, dans le numérique avec cette histoire-là? C'est un petit détail qui est tout con, mais déjà, ça pose problème. C'est-à-dire que si on recadre, je recadre comment? Ça veut dire que je coupe la case d'à côté, c'est pas satisfaisant. Et c'est pour ça que autant je pense, il me semble qu'on basculera plus vite dans le livre numérique, dans la littérature, que dans tout ce qui est support d'image. J'ai du mal à... Même dans la littérature jeunesse, même dans les livres pour enfants illustrés, je pense que ça mettra encore du temps. Pourquoi? Parce que je pense que le rapport à l'image dans le livre, si on réfléchit bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va lire l'image. Notre regard va prendre plaisir à se promener dans l'image.
déjà. Alors, quand on regarde sur un iPhone, on ne se promène pas dans l'image, on visionne déjà, hein, et on ne se promène pas, c'est-à-dire qu'on reste sur c'est plutôt le côté timbre-poste. Dans un livre, on va se promener, et dans une case de bande dessinée, malgré tout, on se promène aussi dans la case, même si c'est inconscient. Il y a quelque chose qui se passe, ça a été un peu étudié, bon, Scott McCloud aussi en parle assez bien. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus complexe que simplement, tiens, je vais de case à case, alors que dans un livre de littérature, c'est très différent. Là, on est dans une lecture linéaire, je dirais presque, c'est vraiment basique. Et là, je vois pas trop la résistance qu'on peut opposer à la liseuse par rapport à un livre papier, sauf à dire, ah oui, mais moi j'aime bien le papier, oui, ça je comprends très bien, moi d'ailleurs, moi le premier, mais ça tiendra pas la route avec le temps. Alors que par rapport, alors que cette question d'image est plus complexe, alors le rapport de l'affect à l'image sur un support papier ou sur un écran, là c'est quand même autre chose. Même si, encore une fois, il y a des bandes dessinées qui, avec le gaufrier, on va dire, classique, oui, tu as tout à fait raison, et certaines de mes, je prends par exemple Dieu en personne, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas adaptée en numérique. Alors là, il y a franchement, case à case, c'est toujours la même taille de case, allons-y, il n'y a aucun souci. Je pense que je ne vois pas trop la résistance qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. Si, peut-être sur ça, je vois que tu t'es un petit... Oui, il y a forcément des doutes, mais on est là aussi, on est encore dans l'adaptation. Techniquement, ça me paraît logique, effectivement. Voilà. Il n'y a rien à redire, techniquement, c'est logique. Après, voilà, il y a des cases plus grandes, comment on fait avec ça. Il faudra réadapter de toute façon, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, il y a des choses réadaptables facilement, puis d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Puis il y aura des trucs complètement inadaptables, comme certaines pièces de théâtre ne sont pas adaptables au cinéma, certains romans ne sont pas adaptables au cinéma, certains genres littéraires au théâtre ça marche pas. Enfin oui, c'est logique. Heureusement d'ailleurs, heureusement. C'est intéressant. Ça veut bien dire que la bande dessinée a raison d'être et le mérite d'exister, et ça en fait en ce sens un art à part entière. Je pense que justement, ce qui serait dramatique dans le fait que la bande dessinée puisse être complètement adaptable et digérée par le support numérique, ça voudrait dire que justement, elle n'avait pas lieu d'exister en tant que telle. Vous voyez. Pourquoi le théâtre a résisté par rapport au cinéma? C'est qu'évidemment, tout ce qui est cathartique au cinéma est très difficilement transposable au cinéma. Très peu de cinéastes ont réussi à reproduire la catharsis qui existe au théâtre. Mais c'est intéressant ce que tu penses, puisque du coup, quand bien même 80%, je n'ai pas de chiffre, hein, c'est un chiffre complètement inventé, des BD vont être classiques avec un gaufrier en neuf, machin, du manga au comics, au franco-belge, donc facilement adaptable, transposable en lecture case à case ou en lecture pleine page, peu importe. Sur les 20% restants, encore une fois, il faudrait quasiment un boulot de second éditeur numérique pour accompagner l'artiste en fait dans sa transposition. Tout à fait, ou pas, c'est-à-dire chose complètement utopique, puisque beaucoup trop coûteuse sur des systèmes qui ont 3 employés, qui rachètent les traductions et qui font de la... Il faudra l'accepter, et encore une fois, ce sera la chance de la bande dessinée. Exactement comme, tu vois, au théâtre, il y a Feydeau, et puis il y a Artaud. Celui qui arrivera à adapter Artaud au cinéma, j'attends encore de le voir. Donc Artaud, il continue dans le théâtre, il continue à... Ionesco, c'est du théâtre, c'est pas du cinéma. Et certains auteurs de bande dessinée, ce sera de la bande dessinée. Kiehlhofer n'a pas vocation d'être adapté forcément numérique. Connaissant Kiehlhofer, il fera des objets numériques. Il prolongera son univers dans le numérique, mais ça va peut-être être compliqué peut-être de l'adapter. Enfin, je prends lui, mais il y a peut-être des exemples plus pertinents. Et du coup, tu penses que ça peut mettre quand même en danger certains éditeurs traditionnels qui, eux, ne publient quasiment que de la BD tradie très facile à transposer, et que du coup, ça peut aider des éditeurs tels que La Sauce Je pense que ça mettra pas en danger les éditeurs, dans la mesure où les éditeurs traditionnels, de toute façon, sont des entrepreneurs qui ont dans la tête, si tu veux, un projet économique du type industriel. Moi, je suis plus inquiet
pour éventuellement les auteurs, parce qu'il y a les problèmes de droit d'auteur qui se pointent derrière, il y a cette ombre-là, et puis les libraires, et surtout les libraires. C'est-à-dire que, parce que s'il y en a qui ont beaucoup à souffrir, c'est tous les intermédiaires, c'est-à-dire les libraires, le diffuseur, etc. Parce que lui, l'éditeur, s'il est malin, il va changer son fusil d'épaule, il se retombera sur ses pattes. Même si c'est pas lui vraiment, mais son modèle économique va perdurer, simplement on aura changé de support. Mais il aura trouvé les systèmes pour continuer à faire de la marge sur le nouveau support. Mais au passage, c'est ça le problème d'ailleurs du numérique, mais de l'informatique en général, hein, et de la mécanisation du monde. C'est qu'il est évident que l'humain va morfler dans le siècle qui vient. Ça c'est beaucoup plus général que le simple... nous, on parle du support numérique là, aujourd'hui, dans le domaine culturel, mais on pourrait l'appliquer au champ de toute la production et de toutes les inventions des outils de l'homme, quoi. Et justement, Rémi, est-ce que tu penses, parce que je prends votre exemple chez vous, vous faites beaucoup de place à l'indé et à une vraie sélection autour de la bande dessinée, et pas seulement par besoin de place ou quoi, c'est parce que c'est votre façon de faire les choses. Est-ce que tu penses que ça, c'est un peu une réponse aussi, justement, à l'importance que pourrait, que pourrait prendre le numérique à l'avenir? Ouais, comme disait Marc-Antoine, l'important, ça sera l'humain, et donc la librairie, ça va être un lieu d'échange. Enfin, ça l'est déjà. Mais l'indé est particulièrement humain, c'est là où je veux en venir. Et voilà, on est tout à fait d'accord. On rentre dans un système où on va défendre des livres et des auteurs et des éditeurs, on peut aussi le dire, des gens qui sont ancrés dans l'humain et qui ont besoin. Je pense que la librairie est un lieu d'échange, ça doit le rester, mais ça doit le devenir de plus en plus. Moi j'ai mon cas personnel chez Coiffard, mais c'est aussi un cas qui est en train de se multiplier partout en France. C'est le côté convivialité, service, et aussi le fait nous aussi, le numérique permet d'apporter du plus. Un libraire peut apporter du plus à travers les invitations d'auteurs, à travers des animations. En fait, on est parti là-dessus, c'est-à-dire que le libraire n'est pas... Le libraire est un commerçant. On va tout de suite là. On n'est pas du tout on n'est ni des artistes, ni des philanthropes, on est un commerçant. On a des obligations on a du personnel, on a des charges. On doit d'abord, au préalable, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut exister. Il faut exister, on est un commerçant, on doit gagner de l'argent. Après, on fait aussi partie de ce monde de la culture, et on peut apporter à travers ce qu'on fait, donc sans nier le métier de commerçant, apporter aussi notre pierre à l'édifice de la culture, à l'édifice de l'échange, du lien social, de la sociabilité en général. Et c'est un peu le futur des libraires. Il est en train de se préparer aujourd'hui à travers tous les programmes d'animation que de nombreux libraires mettent en place dans la France entière. J'ai passé l'été au Québec. Les libraires québécois, qui sont un petit peu juste à côté des États-Unis, souffrent beaucoup du numérique, plus que les libraires français. Par contre, depuis quelques années, ils se sont regroupés, ils ont créé une association, ils essaient aussi d'animer leur librairie et de montrer que c'est des lieux d'échange, des lieux de vie, et que les gens en ont besoin. Donc c'est des exemples en France qu'on met en place, qui existent depuis longtemps dans certaines librairies, et que de plus en plus de libraires mettent en place, parce que à la fois c'est une certaine vocation du libraire, et qu'en plus ça sera un peu leur seule porte de sortie. C'est-à-dire que un libraire, vous allez bientôt plus avoir besoin d'un libraire pour acheter un livre. Déjà, depuis un petit moment, vous n'aviez pas spécialement besoin d'un libraire. Vous pouvez aller à l'espace culturel, en achetant vos courses. Vous pouvez aller dans une FNAC où vous achèterez à la fois votre aspirateur et vos livres. Enfin voilà, les libraires, ça fait déjà un certain temps qu'on n'a plus besoin automatiquement des libraires. Avec en plus... Justement, on en parlait tout à l'heure, mais les blogs, toutes les possibilités d'information qu'on peut avoir sur Internet, on peut être au courant des choses très vite, tout seul, sans avoir besoin automatiquement d'intervention du libraire. Après, il doit se créer avec son libraire une relation de confiance, une relation d'échange, un lieu de vie, un lieu de partage. Et c'est autour de ces valeurs-là que je pense que la librairie va pouvoir durer et perdurer, malgré le fait qu'effectivement... une partie de son économie va se retrouver perdue. Oui, c'est vrai, on peut tout à fait imaginer, c'est déjà le cas, des libraires et évidemment
par extension des bibliothécaires, des médiathécaires, qui ne seront plus simplement des dépositaires d'un savoir, mais des réels acteurs, de vecteurs de savoir. J'ai travaillé il y a 3 ans avec la médiathèque de Mazé, avec les architectes, parce qu'ils m'avaient demandé un 1%, et travailler sur la signalétique, et tout un tas de choses. Donc j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans avec tous les acteurs pour créer cette médiathèque. Et le débat était passionnant, c'est-à-dire qu'on a très nettement vu qu'à un moment donné, il y avait un clivage entre, on va dire, les gens qui étaient dans l'ancien paradigme, c'est-à-dire de dire que la médiathèque doit montrer tout ce qu'elle a, doit montrer tous les livres qu'elle a, parce que voilà, comme si elle était dépositaire du savoir. Et puis les nouvelles générations ils disaient non, une médiathèque, il faut qu'on rabaisse tous les rayonnages à 1,30 m de manière à ce que les gens se voient au-dessus des rayonnages et qu'il y ait justement cette fameuse convivialité. Et puis tout ça accompagné d'un, comment on pourrait dire, sans utiliser des gros mots, mais coaching, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une telle offre énorme et que n'importe qui, comme tu disais, peut avoir sur Internet, par des blogs ou même par des moteurs de recherche, avoir des idées certes intéressantes, mais encore faut-il qu'elles soient un peu éclairantes et justes. Et je pense que le libraire aujourd'hui va redevenir vraiment acteur, ce qu'il avait peut-être un petit peu perdu des fois. Je ne parle pas pour la bande dessinée, où là, effectivement, on a souvent affaire à des passionnés, mais voilà, on va revenir peut-être à des acteurs qui vont vraiment être coach, parce qu'à partir du moment où on peut tout avoir, où on peut tout entendre, où on peut tout lire, où on a accès à tout, là la difficulté commence. Qu'est-ce que je fais avec ce choix gigantesque? Qui va me dire, bah tiens, ça te correspond plus que ça, ou... Ouais, ça c'est intéressant. Pour tout dire, j'ai un exemple précis, très récent. La rentrée littéraire cette année, donc au lendemain du 15 août, beaucoup de gens sont arrivés à la librairie le 16, le 17, le 18 août, avec dans la tête et dans les mains une liste d'ouvrages dont ils ont déjà entendu parler depuis très longtemps. Ces livres, ils étaient en magasin depuis une journée, que déjà ces gens avaient beaucoup d'informations autour de ces ouvrages-là, mais ça ne leur suffisait pas. C'est-à-dire que justement, ils avaient trop d'informations, tue l'information. Ils avaient en main une liste bien trop vaste et des informations bien trop contradictoires, et là intervient le libraire. Donc effectivement, ça c'est plutôt rassurant pour nous. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir toutes les informations du monde, le libraire est là parce qu'on va prendre du temps, parce qu'on va discuter, on va parler, on aura lu ces livres. L'avantage c'est aussi qu'on fait notre métier entre guillemets en amont, c'est-à-dire quand les livres arrivent, nous on les connaît, on les a déjà lus, et on peut échanger avec eux, et on peut leur dire, bah oui, parmi tout ce que vous avez choisi, ça en discutant un peu, bah ça vous intéressera peut-être moins, celui-là plus. Quand il y a 1000 livres qui sortent en 2 mois, il faut quand même que quelqu'un aide à faire le tri et essayer de faire en sorte qu'on ne se trompe pas trop, parce que le temps pour lire, on n'en a pas tant que ça. La vie fait qu'on court de plus en plus, qu'on a de moins en moins de temps. Le temps passé avec le libraire, c'est aussi du temps qu'on va gagner à ne pas lire des choses qui ne valent peut-être pas la peine. Et les bibliothèques, en fait, deviennent de plus en plus des médiathèques, mais vont même encore plus loin. La médiathèque de Mazé, elle fait des expositions, enfin comme ici. Donc on se retrouve finalement avec une configuration de maison de la culture, telle que moi je les connaissais dans les années 70, quand j'étais gamin, en fait. C'est-à-dire des maisons où on y allait, puis il y allait avoir un truc intéressant. Alors, ça va être un film, une conférence, une expo, un bouquin mis en exergue. Donc voilà, on y allait pour justement être propulsé vers quelque chose vers lequel on ne serait pas allé si on avait été tout seul. Donc là, cette évolution, elle est logique, mais elle est belle finalement. Elle est très riche. Et ça, certainement, ça va être boosté par le numérique. C'est ça, à la fois le paradoxe, la contradiction et le beau côté de l'histoire. Oui, mais justement, j'entends bien vos arguments sur le libraire conseiller, prescripteur un petit peu du savoir et justement le flot d'informations à cause d'Internet, des divers sites Internet qui racontent trop de choses en amont sur les sorties. En revanche, moi je l'ai vécu quand j'étais libraire aussi, c'est hyper beau ce libraire conseiller et tout, mais il y a un autre problème qui se pose, ça te brûle les lèvres depuis tout à l'heure, t'as pas voulu en parler, et pourtant c'est une conséquence du numérique puisque ça se passe par Internet, mais Amazon aujourd'hui trust beaucoup de ventes, et est-ce que le problème, justement que les gens qui vont se déplacer, comme vous ici, donc je prêche des convaincus, mais les gens qui vont se déplacer en médiathèque, à Coiffard auprès d'un libraire, dans un comic shop spécialisé quand on est un gros nerd de fan de Batman, ou ainsi de suite, ces gens-là, est-ce que ce pas déjà des gens qui ont
enfin, tu vois, un petit peu mis le pied à l'étrier de cette action et de cette réaction, comme tu disais juste avant, et comment on touche tous ces autres gens qui, eux, vont consommer par Amazon, parce qu'en fait, ça les gonfle un peu, ils n'ont pas le temps, parce que, comme tu dis, aujourd'hui, le rythme et le flot d'informations ne fait que s'accélérer de manière exponentielle, donc c'est super dur de se dégager un quart d'heure pour aller en ville parler à son libraire qui a justement parfois plusieurs clients, et donc tu es là, donc tu prends ton bouquin, finalement, tu te barres. Et tu te dis où est la plus-value par rapport à Amazon, où je le paye avec la loi Lang, moins 5%, ça arrive chez moi, hop, c'est plié. Et comment on fait du coup pour toucher tous ces gens qui, eux, cèdent un peu à cette facilité de ne pas aller vers l'humain, vers l'autre, aller chercher l'info, le petit plus qui fait la différence, quoi. Parce qu'Amazon, aujourd'hui, c'est juste absolument délirant. Autant le marché du numérique n'existe quasiment pas encore, si ce n'est enfin, des proportions ridicules. Amazon, aujourd'hui, c'est ridicule dans l'autre sens, quoi. On a combien de jours pour parler de ça? Parce que là, on rentre quand même dans un phénomène. C'est la société, ouais, là, mais on remet en cause une oui, société. Mais il y a une question que j'ai envie de tout de suite mettre en wagon au train de ce que tu viens de donner, c'est est-ce que, par exemple, Amazon, par exemple, toi, tu as fait un tort si grand que ça? C'est-à-dire, est-ce que Amazon, finalement, ne draine pas des lecteurs en plus, et finalement, j'ai pas l'impression que les libraires ferment en masse. Bon, il y en a évidemment, hein, il y a des librairies qui ferment, il y a des librairies de bande dessinée qui sont en difficulté, mais... Je pense qu'Amazon, c'est déjà, d'abord, c'est une erreur des libraires français. Enfin, ça, on peut tous être responsables des choses. Les libraires français, il y a plus de 20 ans, ont laissé Amazon s'installer. Je crois que c'était une chance pour les... En fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'à un moment, on savait qu'on allait pouvoir vendre du livre sur Internet. Il aurait fallu une réaction globale des libraires français, et aujourd'hui, c'est les libraires français qui vendront du livre sur Internet et pas Amazon. Bon, ceci dit, c'est trop tard. On a essayé, il y a des solutions qui ont essayé d'être trouvées au niveau... à la page et ce genre de choses, tu vois, qu'on essaye un petit peu. Oui, même pour parler d'un autre, dont j'aime pas trop parler, mais bon, c'est pas grave. Pour parler de la FNAC, c'est pareil. Ils ont essayé de contrer Amazon, ils sont en train de se gaufrer royalement, et en plus, ils sont en train de se tromper dans leur magasin, donc ils ont tout faux. Donc ça, c'est quand on fait de l'industriel avec du livre, on se plante. En rachetant d'Arty, du coup. Et pour le coup, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que les libraires aujourd'hui ont quasiment tous, ils existent des sites comme le mien, c'est-à-dire des sites qui sont mutualisés, d'autres ont créé leur propre site, mais leurs ventes sont assez ridicules. C'est vrai qu'Amazon, c'est 90% des ventes sur Internet. On rajoute ceux de la FNAC, il ne reste plus grand-chose. Donc c'est un marché, effectivement, dont les libraires se sont privés il y a longtemps. Donc à la limite, c'est pas moi pour le coup, ça ne me dérange pas. Que moi, alors là, je vais vous donner un secret que pareil. Avant que je n'arrive chez Coiffard vendait sur Amazon. C'est-à-dire que beaucoup de libraires au début qui avaient, je ne sais pas si vous, l'image d'Épinal du libraire qui avait des livres qui traînaient un peu partout, des vieux stocks et tout. Donc avant que le libraire ne devienne un gestionnaire, utilise l'informatique et tout ça, elle était assez réelle. Donc les libraires, en voyant arriver Amazon, on se rend du sujet, mais je vous raconte ça. Donc en voyant arriver Amazon, on se sont dit, ben voilà, là on a une opportunité de toucher un public bien plus large que le public de ma ville ou de ma région. Je vais pouvoir vendre partout en France, voire dans le monde. Donc effectivement, ces libraires se sont dit, opportunité, Amazon nous prend quelques sous, mais au moins on va se débarrasser de nos livres. Ça a fonctionné. Dans les premières années, ces libraires, ils ont un peu nettoyé leur vieux stock, et ils ont pu racheter des livres plus récents, enfin, ils ont pu avoir une meilleure gestion de leur librairie. Sauf que voilà, ils avaient mis le doigt dans un engrenage, ils sont restés pour certains très longtemps. Moi j'ai quitté Amazon il y a à peine un an, il a fallu que je trouve les solutions parce que bon, ça représentait un chiffre d'affaires pour la librairie, donc effectivement ça peut être dangereux. Un libraire qui a mis le doigt dans Amazon, ça peut être jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires. 10% d'un chiffre d'affaires, avec les charges d'un libraire, ça paye une personne, voire deux, enfin voilà. Donc Amazon a pu déséquilibrer certains libraires qui sont rentrés sur ce... Par contre, aujourd'hui, le marché d'Amazon n'est pas le marché de la librairie indépendante. Donc je pense que la librairie indépendante a plus à craindre du numérique si effectivement il devait que d'Amazon. Mais le problème, c'est qu'Amazon est présent dans le numérique. Donc Amazon, tout le monde, il est présent partout. Donc pour le coup, Amazon reste un problème pour les libraires, plutôt sur cet ordre-là, pas sur le livre papier. Oui, mais est-ce que, la question que je posais aussi, c'était, est-ce que Amazon et tout le numérique qui arrive, par l'offre qu'il génère et par on va dire, la séduction aussi qui émerge de tout ça, n'amène pas des lecteurs aussi en plus? Est-ce que, sans combler le manque à gagner qui se ferait jour pour les intermédiaires du livre,
est-ce que ça se compense pas quand même malgré tout? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qui se fait un peu naturellement? Exactement comme encore une fois, quand le cinéma, il n'y a pas eu de... Enfin si, le théâtre a accusé le coup, mais tu vois, il est revenu après quand même malgré tout. C'est-à-dire que les choses ont cohabité. Parce que voilà, les gens ont découvert qu'à travers l'image, à travers le récit, on pouvait raconter des gens, et ils sont retournés après au théâtre, forts d'avoir découvert le récit via le cinéma. Et je pense que de la même manière, il y aura certainement aussi ce phénomène, peut-être, non, enfin, je pose la question. J'ai plus de doutes quant aux ventes de livres papier que de fait qu'Amazon ait pu apporter quoi que ce soit aux livres papier. Ça, j'y crois pas vraiment du tout, puisqu'en fait, Amazon se contente, et les grosses ventes d'Amazon, c'est deux choses. C'est soit les livres qui ont une grosse presse, des grosses nouveautés, que les gens, ou qui ont une émission de télé, et que les gens vont très rapidement sur leur iPhone commander. Donc c'est ce type de clientèle qu'ils ont, ou alors des clientèles de fond. C'est-à-dire de gens qui, alors là, on n'est pas tout à fait aux États-Unis, mais il y a aussi malheureusement des campagnes où il n'y a plus de libraires, et ces gens-là, effectivement, ont recours à Amazon. Ou alors les gens qui cherchent des livres un peu pointus, et malheureusement, sur la masse des livres qui existent, il y a quand même beaucoup de libraires qui n'ont pas les moyens, parce qu'effectivement, on en revient au problème économique d'un libraire, c'est-à-dire qu'un fonds de librairie, le fonds de librairie, c'est le stock, c'est-à-dire pas les nouveautés que vous allez voir qui arrivent chaque mois dans les librairies, mais les livres un peu plus anciens, ceux qui justement étoffent l'offre d'un libraire, qui font qu'un libraire a une possibilité de vous vendre autre chose que ce que vous entendez parler, mais aller plus loin même quitte à créer de l'envie en proposant des choses un peu différentes. Ça coûte très cher à un libraire. Un libraire aujourd'hui, beaucoup de libraires n'ont plus les moyens de fournir ce stock-là, et c'est vrai que pour le coup, c'est aussi ouvrir la porte à Amazon. Donc Amazon peut être un complément sur certains types de livres et pour certaines zones géographiques ou pour certaines... Après, dans des livres, alors moi je ne vais pas prendre l'exemple de Nantes, mais si on peut prendre l'exemple de Nantes, c'est une des villes où il y a plus de libraires par habitant. Il y a énormément de libraires indépendants, il y a 6 espaces culturels Leclerc, bon ça c'est pour un type de littérature, mais le centre-ville de Nantes est pourvu de libraires dans tous les domaines, des libraires spécialisés, que ce soit en comics, en BD, en jeunesse, ésotérique, plutôt littérature comme moi, plutôt sciences humaines, on trouve de tout. En librairie à Nantes, sur un périmètre très restreint. C'est-à-dire que là, le recours à Amazon, pour tout vous dire, moi j'avais des commandes sur Amazon dans ma librairie de gens qui habitaient à 3 rues de chez moi. C'est pas logique. Ils payaient en plus, moi je leur faisais payer des frais de port, parce que quand on achète chez un libraire, on paye en plus des frais de port, donc ça leur coûtait plus cher, et plutôt que de traverser la rue et de venir nous voir. Donc là, il y a un problème. Mais effectivement, sur une ville comme Nantes, le recours à Amazon, c'est presque pas nécessaire. Par contre, vous allez à Bordeaux, avec Mola, je crois que vous pouvez trouver ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin d'aller spécialement, plus les autres libraires d'ailleurs, vous n'avez pas besoin spécialement d'aller sur Internet. Par contre, effectivement, il y a plein d'endroits où Amazon aura justement redynamisé le livre pour certains endroits. Mais globalement, le maillage des libraires en France, il est assez exceptionnel, il n'y en a pas de au monde, et on peut trouver son... Et surtout, le libraire s'est commandé aussi vite qu'Amazon, parce qu'entre ce que dit Amazon et ce que fait Amazon, les délais sont jamais respectés, en librairie on les respecte. Donc à partir de là, il y a juste ce pas à franchir d'aller voir quelqu'un et de commander, sachant que les libraires maintenant qui ont des sites internet, ça peut se faire par leur site et aller être chercher dans les librairies. Donc après, c'est plus une prise de conscience. C'est pour ça que je disais qu'on en a pour des heures et des heures, parce que c'est plus une prise de conscience sociétale de ce travail, d'aller vers les gens, de continuer de faire vivre des libraires dans des villes, parce que ça représente du lien, parce que ça fait de l'animation, parce que si tout ferme, et en plus c'est à peu près un des derniers commerces un peu vraiment indépendants, puisque maintenant dans toutes les villes on a les mêmes chaînes, on a les mêmes magasins de fringues, les mêmes magasins de tout ce qu'on veut, les mêmes vendeurs de lunettes, on trouve les mêmes choses. Le livre est partout pareil, par contre il est vendu chaque fois par des gens qui ont chacun leur choix, leur sélection, leur envie, leur goût, leur façon de présenter les ouvrages et de partager les livres. C'est vrai que Amazon aura certainement permis à certains endroits de désenclaver à des gens de pouvoir avoir accès aux livres, parce qu'il n'y avait plus accès, parce qu'on ne pouvait pas, effectivement, on était un peu à l'image des États-Unis, mais par contre pour la grande majorité de la France, on n'a pas besoin d'Amazon, pas du tout. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est presque, du coup, on a tendance à dire qu'acheter une baguette dans une boulangerie indépendante, c'est déjà un acte politique par rapport à acheter sa baguette chez Carrefour quand on achète le reste de ses courses, et c'est un peu la même logique sur la BD. Moi, je prendrais l'exemple des gens qui m'entourent, et certains ont bossé avec moi en librairie, ils sont pas là, donc ça va, je peux leur casser du sucre sur le dos. Amazon, c'est vachement l'apologie de la flemme et de la facilité, c'est qu'aujourd'hui,
Alors déjà, chacun gère ses passions comme il les gère. Moi je sais que par exemple je suis coupable parce que j'achète mes jeux vidéo sur Amazon. Alors évidemment le choix en jeux vidéo n'est pas tellement répandu puisque depuis les dernières générations de consoles c'est impossible d'acheter dans des magasins indépendants qui eux ne peuvent même plus parce que les marges ont été réduites. Enfin bref, là c'est vraiment du cas par cas. Mais sur Amazon, en un clic, quand tu as ton compte premium Amazon machin, la BD elle arrive chez toi le lendemain matin. Et ça, c'est une vraie force. Alors, c'est très bien pour Amazon qu'ils arrivent à... C'est une force qui est violente. Mais c'est hyper violent, parce qu'en plus, quand tu vois les conditions derrière, les conditions de travail dans les entrepôts, c'est absolument dingue pour les pauvres gens qui bossent pour eux. Mais il y a une vraie démarche à avoir, je pense, chez les gens qui savent, au sein de leur passion, par exemple, si ta passion c'est la BD, tu dois faire l'effort d'aller chez un libraire indépendant, dans le sens où tu as le choix, si tu as la chance d'avoir le choix, tu dois te l'imposer, même si c'est long, même si c'est machin, si tu as des contraintes dans ta vie de tous les jours qui te font. Parce que derrière, c'est ces clients-là qui vont vers Amazon qui sont dangereux en fait au final pour le libraire. Et évidemment qu'Amazon, je pense, a réussi à vendre peut-être un peu plus de ZEP, un peu plus de Corto, un peu plus de machin, de trucs qui sont mis en avant sur le site. Et là c'est pareil, on pourra en parler pendant des heures, mais Netflix, Amazon, Comixology fonctionnent sur des systèmes d'algorithmes qui sont super dangereux, qui sont des vrais entonnoirs culturels, qui sont dénoncés beaucoup en 2015 aujourd'hui. Il va falloir qu'on commence à s'y mettre parce que la création avec un grand C est en train d'en pâtir sévèrement, et les gens n'ayant plus le temps et regardant les mêmes séries télé, voyant les mêmes films, lisant les mêmes BD, tout ça, développent un comportement de masse un peu flippant, alors qu'ils sont au sein d'une grande maison de culture qui est quand même là pour ouvrir à peu près les yeux, quoi. Et je pense que le vrai problème, c'est cette dichotomie qui se passe entre le passionné qui va se dire mais c'est bon, j'ai la flemme. Tu vois, il est chez lui le soir avec son whisky, il se dit vas-y, je vais pas courir chez mon libraire avant qu'il ferme pour prendre le truc, je le prends sur Amazon et on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, parce qu'en plus, le problème c'est que derrière, bon là c'est humain ou politique pareil, mais Amazon a tout fait pour détourner la loi Lang de la manière la plus dégueulasse qui soit, avec les 5% du prix du livre qui sont fixes, en mettant les frais de port gratuits. Et mine de rien, un frais de port gratuit, ça fait une différence quand tu as à peu près de tes sous et que tu commandes 5 BD d'un coup. Ou une série entière, ou voilà. Et ça, c'est un vrai problème qu'il faut mettre sur la table, je pense, mais même pas nous, pas en conférence devant des gens, encore une fois, qui sont convaincus par ces idées-là, mais plus haut, parce que... Tous les professionnels du livre, oui, c'est sûr. Parce qu'il y a qu'au moins la concurrence soit honnête. Qu'au moins, oui, effectivement, il y a une égalité. C'est super déloyal, mais genre un degré qui est complètement fou. Puis, en même temps, moi je suis bien content quand je commande mon jeu de PS4 de l'avoir le lendemain dans ma boîte aux lettres à 10h, de ne pas avoir à sortir et tout. Pour le boulot, ça m'aide parce que je n'ai même pas besoin d'aller en ville, je gagne 2 heures de taf dans ma journée et tout, c'est génial. Mais c'est ce comportement-là qui est en plus en train de se généraliser dans tous les secteurs possibles de la culture. Et moi je suis consommateur de Netflix, mais je m'en veux à chaque fois que je vais sur Netflix. Parce que ils font du prosélytisme laïque et tout, et plein de choses intéressantes, ils proposent des documentaires que je ne verrai pas ailleurs. Donc je me dis, dans ce cas-là, tu fais bien d'y aller et tout. Oui, mais cet algorithme qu'il y a derrière, ou ce choix d'achat du catalogue qu'ils ont en amont, moi j'y suis pour rien, et le jour où ils enlèvent des trucs, ça vient de se passer d'ailleurs sur Netflix, ils ont dû enlever à cause de la chronologie des médias beaucoup de leurs séries et films qui étaient à disposition. Et toi, tu y es pour rien. Et aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment propriétaire du coup de ta culture quand tu passes par un jour de service? Et bon, c'était la question à laquelle je voulais pas venir en fait dans ce débat, parce que c'est beaucoup trop long comme problème. Mais le jour où Comixology arrête de vous mettre des BD indés d'un auteur un peu gênant ou machin, parce que on prend le Welbeck, le Soumission. Admettons, tu as aujourd'hui un service de la littérature qui est aussi fort que Netflix. Le mec décide, non, j'aime pas Welbeck, j'aime pas Soumission, je trouve que c'est nul de dire ça, machin. C'est comme sur Twitter, aujourd'hui, tu peux dénoncer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec tes propos, ce qui est quand même complètement ahurissant en 2015. Et tu vois, comment tu fais par rapport à ça, vers où on va par rapport à ça, et comment est-ce que tu fais prendre conscience aux gens concernés qui peuvent faire la différence parce qu'ils étaient clients des libraires spécialisés pour revenir à la BD, de leur dire mais non, va pas fuir chez Amazon parce que peut-être tu as un désintérêt de la BD pendant 2 ans de ta vie, ou tu as d'autres choses qui prennent beaucoup d'importance dans ta vie et qui font que, mais comment dire aux gens de ne pas céder? Nos moyens ne sont pas illimités, ça reste des moyens humains. C'est vraiment dans l'échange que les choses se font. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Dans l'échange, quand tu es libraire spécialisé et que tu as la surproduction qui va venir se rajouter par-dessus, et que tu n'as même pas le temps de lire tous les albums que tu as, que tu crois pas en 75% des albums que tu es obligé de vendre, que tes rayons nouveautés sont trustés par 4 auteurs, c'est factuel, hein, c'est le cas ce mois-ci. J'adore Lupano, il y a 4 Lupano qui sortent en septembre, c'est un problème, je pense. Tu vois comment tu fais quand tu es libraire et tout, parce qu'au final, tu veux de l'échange, tu veux de l'humain, sauf que si son quotidien te mine un peu la tête,
l'humain au bout d'un moment. En plus, il y a des clients chiants, faut pas non plus l'ignorer. Non mais c'est vrai, c'est plein de trucs qui vont venir se rajouter comme ça et qu'il faut que le problème fait que grossir comme une seule petite tumeur là, et qu'à côté Amazon est en train de se régaler derrière parce que la tumeur a la forme de pratique quoi. Donc, Ah mais je suis moins pessimiste que toi en fait. Moi très clairement je crois encore que, entre guillemets, alors avec des gros guillemets, mais je pense que le libraire a un pouvoir. Déjà il a le pouvoir de faire des choix. C'est-à-dire qu'effectivement la production est immense, effectivement on n'ira pas tout, mais il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de lire. Effectivement, s'il y a des séries qu'on n'a pas besoin de mettre en avant, il y a des auteurs dont on sait très bien qu'on en a lu un, on en a lu deux, on s'arrêtera là. Enfin, voilà, donc il y a tout un travail que fait le libraire en amont. Ça, une fois qu'on a cette connaissance-là, c'est notre base de travail. À partir de là, on est capable d'assumer tout ce qui arrive et de faire notre travail de sélection et notre travail d'échange auprès des gens. Franchement, là-dessus, j'ai pas de crainte. Très clairement, j'ai pas peur d'être noyé, que ce soit dans mon rayon littérature, dans mon rayon BD ou ailleurs. Je pense que tous les libraires qui en ont, après, il reste, ce que j'ai dit dès le départ, c'est une raison économique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le faire, il faut avoir les moyens de le faire. À partir du moment où économiquement on est viable, derrière on fera le boulot et les gens viendront nous voir pour ça. Donc je crois que je vais être plutôt très optimiste là-dessus. Enfin, effectivement, les libraires vont souffrir. Je pense que des libraires vont disparaître. On va compter ça. Bon, après, il y en a plein qui se créent. Donc vous en avez une qui s'est créée, une librairie qui s'est créée à Saint-Nazaire. Bon, ça veut dire qu'il y en a une qui s'est fermée, il y en a une autre qui s'est ouverte. C'est un organisme vivant, une librairie. C'est-à-dire que certains meurent, d'autres naissent. Mais pour l'instant, les naissances compensent encore les décès. Donc pourvu que ça dure, mais moi j'y crois vraiment. À partir de là, il faut juste se recentrer sur notre métier et puis se dire qu'effectivement, on perd des choses. Notre région est une région, alors je prends un cas précis, notre région c'est quand même une région dynamique qui fait que des gens arrivent sur Nantes. Beaucoup de gens arrivent régulièrement. Je crois que le responsable de la médiathèque vient d'ailleurs, enfin plein de gens viennent d'ailleurs, moi je viens d'ailleurs. On arrive tous ici, on a tous un potentiel de devenir client de librairie. Usagers de médiathèque, enfin, d'avoir ces envies-là. Donc effectivement, on va perdre des gens sur Internet qui vont acheter sur Amazon ou qui vont faire du numérique, mais on va en récupérer d'autres qui, eux, ont encore envie de cet échange ou qui auront la chance de retrouver ici des choses qu'ils auraient peut-être perdues ailleurs. Donc soyons optimistes sur ces bases qui sont inquiétantes. Je pense qu'on peut quand même construire quelque chose de positif. Voilà. Et puis, il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Là, justement, je déplace le débat. C'est-à-dire que, est-ce que le vrai débat, il n'est pas de dire, est-ce que, beaucoup plus généralement, là, je monte un peu, je change de vue, tu vois, est-ce que le débat, il ne doit pas plutôt se poser sur le terrain de, est-ce que le numérique est un danger, est-ce que Amazon est un danger pour la culture en général? C'est ça la vraie question. Si c'est un danger pour les libraires, tout ce qu'on a dit là est vrai, ok. Bon. Mais si c'est une chance pour la culture, au risque de fermer des librairies, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, tu vois, je fais l'avocat du diable. Parce qu'encore une fois, c'est oui, mais tu vois, c'est non mais oui, mais tu fais un procès d'intention dans ce cas-là, automatique, l'algorithme, oui, mais il va évoluer, il va changer, il peut être très intéressant, ça peut être une piste géniale, on ne sait pas. Tu vois, c'est comme si, par exemple, dans les années 70 ou 80, les cinéastes commençaient à flipper parce que, oh là là, avec les bleus incrustes, on peut mettre des décors derrière les acteurs, puis bientôt on va pouvoir synthétiser les acteurs. Si le film il est mieux sans acteur, dans le mec qui joue bien mais sa gueule ne me revient pas ou que le décor il est un peu foireux, vive le numérique au cinéma et c'est pas parce que bon il y a des staffeurs et puis des décorateurs qui vont se retrouver au chômage qu'il faut jeter tu vois le film numérique dans. Donc à mon avis la vraie question à un moment donné elle doit à mon avis se poser vraiment sur ce terrain-là. Si grâce à Amazon, des gens vont pouvoir découvrir des livres qu'ils n'auraient peut-être pas découverts chez le libraire ou même sans libraire ou avec peu importe, est-ce que c'est pas aussi une chance? Donc si tu veux, je pense pas de toute façon qu'on puisse y répondre parce que c'est l'histoire qui le dira. Simplement, tout ce que tu dis est juste aussi dans la mesure où évidemment il faut être hyper vigilant et il ne faut pas se faire manger la haine sur le dos, tu vois, par tous ces acteurs. Mais pour en venir à Amazon et par rapport à la, comment dire, justement, la différence de traitement justement entre un auteur par exemple, qui démarre avec ses 2000 livres et puis un autre qui démarrerait d'emblée, un Lupano ou alors Pedrosa avec ses piles, là il y a une vraie inégalité.
à la limite sur Amazon, les deux sont à égalité. C'est-à-dire qu'Amazon, à ce niveau-là, par exemple, si on parle purement objectivement, les deux auteurs sont à égalité. Les deux livres ils seront disponibles avec un système Amazon hyper performant, un livre qui n'est édité qu'à 2000 exemplaires, avec justement ces fameux algorithmes. L'imprimeur derrière, c'est imprimé en 4 jours, tac, le bouquin il est de nouveau disponible. Alors que là, à force est de constater que non, il y a deux traitements de mesure, exactement comme dans le cinéma traditionnel et le cinéma numérique. Un film qui sort avec 800 copies ou 2000 copies en France, et l'autre qui sort avec 50, bah, si le film, et c'est arrivé sur certains films, sur le premier film de Benex, il est sorti avec 50 copies, bon, il a réussi quand même à faire son histoire, mais aujourd'hui, tu as tout un tas de bons films qui sortent 4 jours, 5 jours à dégager, parce qu'il y a les autres. Et s'ils sortaient tous les deux sur des écrans, sur des serveurs numériques, finalement, les deux films seraient à égalité. Donc, des fois, le numérique remet la barre, fait une espèce de reset aussi. Si tu as la connaissance en amont pour aller faire la recherche de ce bouquin, et c'est là où va se poser le problème de la mise en avant, et où la mise en avant aujourd'hui elle est déloyale. Et bah, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas plus que dans un libraire où je rentre et relativement, je vois la pile de Pedrosa, puis je vois les 2 kilofeurs qui sont parfois visibles, mais parfois qui ne le sont même pas. Donc si tu veux, l'égalité, elle existera toujours de toute façon, ça j'en suis persuadé. Après, voilà, il faudrait voir au coup par coup, mais comme tu dis, c'est une discussion, là, on va loin. Et... Après, a priori, aujourd'hui, Amazon n'a jamais créé un succès, comme les Fnac ne créent pas de succès. Non, mais il crée une visibilité. Il crée une visibilité, mais par contre, il ne crée pas de succès. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté vecteur plus qui permet justement d'offrir à certains auteurs d'être découverts, d'être vus. C'est juste un grand bac. C'est juste un oui, mais bac. c'est un grand bac dans lequel chaque titre est à égalité. Et c'est ça ce que je pointe. C'est-à-dire que si tu rentres dans un supermarché où tu aurais toutes les marques de yaourt, par exemple, avec un seul exemplaire, elles sera toutes à égalité. Tu vois. Et c'est pareil avec le livre. Si tu rentres dans une librairie où il y a tous les livres mis à égalité, avec le même surface de présentation et tout, là, du coup, ok, le libraire, il est hyper important. Ou l'algorithme, il va être hyper important. Ou l'information que tu auras eue est hyper importante. Mais au moins, au final, en tant qu'objet livre, tous les livres sont sur la même ligne de départ d'une certaine manière. Tu vois. Donc ça, c'est un des côtés, je me fais l'avocat du diable, hein, mais oui, on peut discuter sur le côté... ça peut être un côté positif, par exemple. Disons que si on va plus loin, alors c'est pas égalitaire dans une librairie et un livre, effectivement, on a des choix, déjà on a des choix imposés entre guillemets par les succès. Quand sort Millennium, effectivement, on va avoir des piles de Millennium, parce qu'effectivement, on est commerçant et que ce Millennium-là qu'on va vendre va nous permettre de payer le stock qu'on a derrière, de livres qu'on n'a pas un exemplaire en poésie ou en théâtre. Donc clairement, effectivement, il y a des raisons économiques qui font qu'un Millennium, le nouveau Dicker, enfin, ces livres-là, on va les avoir en pile et on va en vendre des quantités, mais heureusement, parce que le fond de poésie qu'on a derrière, c'est ces livres-là qui nous le payent. Donc là, on est dans une logique tout simplement économique, mais aussi de choix, de possibilité d'avoir des moyens de présenter justement d'autres ouvrages. Après, chez le libraire, rien n'est interdit. C'est-à-dire qu'on a, nous, on a à notre disposition tout le fonds qu'Amazon vous propose, à part les livres épuisés. Donc c'est-à-dire que nous, on peut commander pour tout le monde ces livres-là et conseiller tous ces livres-là. Donc effectivement, c'est pas égalitaire dans le traitement visuel, entre guillemets, quand on rentre dans une librairie. Par contre, dans la parole, entre guillemets, tous les livres on sont sur la même ligne de départ. Ils passeront juste le filtre du ou des libraires dans un magasin, à savoir les goûts et les envies et l'envie de vendre un livre plutôt qu'un autre, parce que celui-là on l'aime et celui-là on l'aime moins. Donc, et ça, cette subjectivité-là, c'est ça qui fait la force du libraire. Un libraire se doit d'être subjectif, on n'est pas un catalogue, on est justement on est des gens qui, dans un catalogue, peuvent fournir du plus, quoi. Oui, c'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, le libraire n'aura pas le choix d'être dans une subjectivité revendiquée. Je pense que dans l'avenir, exactement comme tu pourras aller dans un centre culturel, une médiathèque, où tu trouveras des gens particuliers, avec un regard particulier, avec un style, tu sauras ce que tu trouveras. Exactement comme aujourd'hui, tu vas dans certains restaurants, tu y vas pour vivre une expérience. Tu n'es pas en train de regarder la carte, non, des fois le mec il dit, bah aujourd'hui c'est ça, tu lui fais confiance, ah c'est génial. Et je pense que dans les librairies, dans les prochaines librairies, les libraires seront obligés de se repositionner justement par rapport à ce grand bac où tout est égal
toi en tant que libraire, bah non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, je le défends, je prête le bouquin, ça te plaît pas, tu me le ramènes. Et défendre vraiment des titres. Je pense que c'est ça, en fait, finalement, peut-être la survie du libraire, justement. C'est cette subjectivité-là, c'est ce style, c'est ce qui le définira. Tu liras, c'est déjà le cas, on va dans une librairie pour avoir une expérience. Moi, j'ai acheté des livres parce qu'ils étaient là, ils étaient beaux, même sans les ouvrir. Et ça, tu ne peux pas le faire sur Amazon. C'est pas le même algorithme, je dirais. C'est pas du tout. Il y en a un qui est humain, qui est sensitif, qui est intuitif, instinctif, et puis l'autre, bon, ok, c'est la raison. J'ai acheté des livres sur Amazon que j'aurais jamais acheté en librairie. Ça, c'est sûr, parce que effectivement, des fois, ils arrivent à te trouver des trucs, des liens avec tes lectures un peu pointues. Souvent, quand c'est un peu pointu, c'est quand même, c'est pas anodin, quoi. Et ça réactive en fait des livres oubliés, hein, complexe. C'est pas si simple que ça de partager, tu vois. La ligne du partage des eaux, moi j'arrive pas à la voir. Clairement, j'ai du mal. Je pense que beaucoup de consommateurs consomment sur Internet, sur Amazon et en librairie. Ça, j'ai voilà. Beaucoup de clients qui se revendiquent comme ça, effectivement, selon ce qu'ils ont besoin. Très bien. C'était pas prévu, mais c'était bien. J'avais un dernier point, après moi je vais vous laisser malheureusement, je ne sais pas si vous faites une session de questions-réponses, je sais que Marc-Antoine voulait en faire une, il tenait beaucoup, donc posez-lui plein de questions, il a plein de réponses à vous donner. C'était au niveau des initiatives consacrées exclusivement au numérique, puisque depuis tout à l'heure on parle transposition, on parle BD, on parle... Ça, il y a aussi des gens, des auteurs de BD, qui travaillent juste pour la plateforme numérique, et donc je vous parlais de Balak, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'occupe de séries animées pour Canal+ en ce moment, ça s'appelle comment? C'est Les Cassos notamment, où c'est plein de personnages de la pop culture qui vont chez le psy, enfin non, chez l'assistante sociale, pardon, et c'est un mec qui touche à tous les milieux, qui vient de l'animation, qui a une vraie science d'auteur BD à côté. Et en fait, ce mec faisait un peu de blog et il maîtrisait un peu le développement informatique sur Flash notamment. Et il s'est dit, bah tiens, c'est marrant parce qu'en fait, je pense que la BD, quitte à la faire sur Internet, autant lui donner la plus-value que me permet d'avoir le côté informatique. Et il s'est dit, bah tiens, je vais faire de la BD vivante. Donc en fait, le Turbo Média, ça s'appelle comme ça, c'est lui qui l'a inventé, c'est une forme de BD où en fait vous avez une seule case, dans laquelle vous allez naviguer, enfin vous n'allez pas naviguer dedans, vous avez vos touches par exemple, gauche-droite, machin, ou le clic droit, peu importe, ça peut prendre toutes les formes possibles. Et en fait vous allez faire évoluer la case petit à petit, un peu comme de l'animation très très primaire, mais à votre rythme, avec lui qui peut vraiment s'amuser à briser le quatrième mur, du coup parce qu'en plus c'est une techno nouvelle, donc il y a vraiment un milliard de trucs à inventer. Enfin, je sais que moi ça m'a beaucoup fait penser à ce que tu as fait toi avec le papier, mais sur le numérique. Alors lui il le fait pour raconter des trucs marrants et de conneries débiles possibles, mais c'est vraiment excellent, je vous conseille d'aller voir. Balak c'est B-A-L-A-K, Turbo Média, comme Turbo et Média, et c'est vraiment excellent comme expérience parce que ça peut vraiment donner vie à des personnages de BD sur votre écran, vous jouez avec en même temps, c'est vous qui maîtrisez votre rythme de lecture. Donc comme une BD, ça se lit tout seul, vous ne pouvez pas le faire avec quelqu'un d'autre à moins de lui dire attends, vas-y passe, ah non, reviens, machin. Et ça donne une expérience assez dingue, ça se fait sur iPhone, sur écran et tout ça. Et en fait, c'était tellement efficace que Marvel a racheté sa techno. Et ils l'ont appelé, le big boss de Marvel lui a dit écoute, Yves, c'est son prénom, ça m'intéresse bien ce que tu fais là, et en fait, on voudrait faire ça avec les comics. Et du coup, ils l'ont fait. Alors, eux, ils ont appelé ça Marvel Infinity parce que c'était plus joli que Turbo Media, qui était un peu barbare comme mot. Mais au final, ça a été une vraie réussite, en tout cas artistiquement, créativement. Il y a une vraie originalité là-dedans. Et pour moi, en tout cas, là, je vois les vrais bienfaits du numérique dans la BD. Alors, on est loin de la logique de marché, d'industrie, tout ça, parce que c'est juste du plaisir de lecture, c'est nouveau, c'est dynamique. Si le mec qui est derrière est bon en plus, parce que ça peut s'adapter à tous les auteurs de BD, hein. Marc-Antoine pourra en faire aussi bien que Balak. Si tu as un développeur qui est prêt à t'aider après pour faire du flash, si tu n'en as pas les capacités, c'est super possible et facile en plus, donc beaucoup d'auteurs s'y sont mis un peu pour se marrer. Et ce genre d'initiative existe, il y en a pas mal. Il n'y a évidemment pas que le Turbo Média, il y a plein d'autres façons de lire. Les blogs avaient un petit peu mis le pied à l'étrier à ce genre de réflexion. Et pour le coup, si on veut parler numérique et BD positivement, ça c'est vraiment une techno passionnante et que je vous encourage à aller voir parce que c'est nouveau, ça tire le meilleur des deux côtés. Et puis ça peut être encore une fois un strip de 8 cases, ça peut être une BD qui va durer 1h30 à la lecture et tout. Et ouais. Ouais, je pense qu'il va, grâce au numérique, grâce à
tout nouveau support génère des nouveaux types, encore une fois, de lecture, de narration. Cervantes, le roman a été inventé parce que le livre a été inventé. Avant, on était dans les incunables, donc quand on faisait un livre, c'est à l'époque où le mot, où l'image même était parlante, enfin, donc il fallait tellement pas rire avec le livre qu'il était sacré. Grâce au fait de pouvoir le reproduire, tout ça commence à se démocratiser et le roman arrive. J'imagine que de la même manière, avec les nouveaux médias, des nouvelles formes hybrides vont se créer. Donc on voit arriver des dessins qui est fixe et puis qui se met à s'animer avec peut-être des voix, des astuces, des effets. Tant que tous ces nouveaux effets se justifient et sont cohérents dans un scénario, dans un style, parfait. Et c'est ce qui va se produire forcément. Après, ça va aussi générer toute une espèce de mousse, on va dire, d'effet qui ne sera peut-être qu'un peu du bruit ou simplement divertissant. Mais même dans ce cas-là, c'est utile. Le divertissement est aussi évidemment utile. Donc, non, je pense que oui, ça c'est sûr que il va y avoir des émergences, des belles émergences. C'est déjà le cas. Très bien. Je vais vous laisser pour la session de questions-réponses du coup, et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé pour l'enflammade tout à l'heure sur Amazon, mais il m'énerve en fait. Il faut des résistances, c'est très important. Oui, quand même. Surtout non, mais les jeunes générations, je trouve qu'il y a un réel problème dans la consommation via Amazon, et des fois mes potes me traitent de vieux con, blaireau, tout ce que vous voulez, parce que je leur dis, mais tu sais que c'est important d'aller chez un libraire indépendant, parce qu'en fait il vit grâce à toi, il n'a pas des milliers d'autres clients qui vont te remplacer en fait, c'est que si vous faites tout ça, ça marche plus. Et bref, voilà, message est passé. Merci beaucoup. Merci.